Le secrétaire général To Lam a eu une conversation téléphonique avec le président élu Donald Trump, le félicitant pour sa victoire électorale. Le président Lương Cường est en visite officielle au Chili. Les deux parties ont convenu de l'importance de renforcer le partenariat intégral. Le chemin de fer à grande vitesse nord-sud nécessitera un investissement de plus de 67 milliards de dollars financé en grande partie par le budget public. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Journal francophone. Lundi soir, le secrétaire général To Lam a eu une conversation téléphonique avec le président élu des États-Unis, Donald Trump, le félicitant pour sa victoire électorale. To Lam a exprimé sa volonté de promouvoir des relations durables avec les États-Unis au bénéfice des deux peuples pour la paix, la coopération et le développement durable dans la région et dans le monde. Il a également proposé des orientations pour renforcer les échanges économiques entre les deux pays. De son côté, Donald Trump a affirmé l'importance des relations avec le Vietnam et de la coopération économique bilatérale. Il s'est dit convaincu que l'amitié entre les deux nations continuera de croître. Donald Trump a également exprimé une haute appréciation des contributions de la communauté vietnamienne aux États-Unis. À l'invitation du président chilien Gabriel Boric Font, le président vietnamien Lương Cường a effectué une visite officielle en République du Chili du 9 au 11 novembre. Lundi soir, la cérémonie d'accueil a eu lieu à Santiago de Chile sous la houlette du président chilien. Les deux dirigeants se sont ensuite entretenus sur l'approfondissement du partenariat intégral Vietnam-Chili. Cette première visite officielle à l'étranger du président Lương Cường vise à renforcer les relations entre le Vietnam et le Chili, mais également à promouvoir les intérêts stratégiques du Vietnam en Amérique latine. Lors de leur entretien, les présidents vietnamiens et chiliens ont convenu d'intensifier les visites et les contacts de haut niveau. Les deux parties ont noté que les relations économiques et commerciales continuent de se renforcer dans le contexte de nombreux défis mondiaux. Le Chili est le quatrième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine et le Vietnam est le plus grand partenaire commercial du Chili au sein de l'ASEAN. Vietnamiens et Chiliens ont décidé de renforcer leur coordination pour une mise en œuvre efficace de l'accord de libre-échange bilatéral ainsi que de l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste CPTPP dont le Vietnam et le Chili sont membres. En outre, les deux parties ont convenu de continuer à gérer les procédures d'ouverture de leurs marchés respectifs pour les produits agricoles et halieutiques. Le Vietnam et le Chili ont réaffirmé leur engagement à promouvoir le multilatéralisme et à renforcer leur coopération dans les mécanismes multilatéraux. Le Chili a exprimé son souhait d'adhérer au partenariat économique régional global RCOP afin d'approfondir ses relations avec les pays membres de cet accord. Les deux parties ont souligné l'importance de résoudre les différends maritimes par des moyens pacifiques conformément au droit international, en particulier à la Charte des Nations Unies et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. À l'issue de l'entretien, le président Lương Cường et Gabriel Boric Font ont assisté à la cérémonie de signature de la déclaration conjointe Vietnam-Chili et du mémorandum d'accord sur la coopération entre les deux ministères de la Défense et des documents de coopération dans les domaines de l'agriculture, de la culture et de la promotion commerciale. À cette occasion, les deux présidents ont publié une déclaration commune affirmant la volonté des deux pays d'approfondir leur partenariat intégral établi depuis 2007.
Dans le cadre de sa visite officielle au Chili, le président Lincoln a rencontré les dirigeants d'entreprises appartenant à l'Association chilienne de promotion de la production, SOFOFA. Il s'agit des entreprises de premier rang dans les domaines des mines, de la banque, de la finance, des technologies, de l'information, des infrastructures et de l'énergie. Ces dernières ont hautement apprécié le potentiel du marché vietnamien et ont souhaité promouvoir leurs investissements au Vietnam. Le président Lincoln a déclaré que le Vietnam considérait le Chili comme un partenaire stratégique important. Jusqu'au mois de septembre, le commerce bilatéral Vietnam-Chili a atteint près de 1,6 milliard de dollars, dont 1,2 milliard de dollars d'exportation du Vietnam vers le Chili. Les séances de questions-réponses dans le cadre de la 8e session de l'Assemblée nationale, 15e législature, ont pris fin aujourd'hui. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a été le dernier membre du gouvernement à s'exprimer ce mardi devant l'Assemblée nationale. Il a notamment répondu à une question sur la réforme institutionnelle, soulignant que celle-ci se traduit par la décentralisation des pouvoirs, accompagnée d'une répartition appropriée des ressources. Phạm Minh Chính a également affirmé sa priorité de poursuivre un développement propre, vert et durable. D'après lui, le gouvernement complétera le cadre juridique, notamment la loi sur les données et les bases de données nationales, afin de favoriser l'exploitation et le partage de données. Pendant cette séance d'interpellation de 2 jours, 136 députés ont posé des questions aux membres du gouvernement, notamment la gouverneure de la Banque d'État, la ministre de la Santé, le ministre de l'Information et de la Communication. Dans le rapport du gouvernement présenté à l'Assemblée nationale, la politique d'investissement pour le chemin de fer à grande vitesse nord-sud nécessiterait un investissement préliminaire de plus de 67 milliards de dollars. Une grande partie de ce montant proviendra des capitaux d'investissement public. Le gouvernement affirme sa détermination de réaliser le projet dans l'esprit de ne pas reculer. Tout de suite, les détails. Le projet de chemin de fer à grande vitesse nord-sud a été étudié il y a près de 15 ans. Actuellement, la taille de l'économie nationale atteint plus de 465 milliards de dollars, soit plus de 3 fois plus qu'en 2010. Ainsi, le montant de 67 milliards de dollars pour une ligne ferrée à grande vitesse est considéré comme abordable. Selon le ministère des Transports, le chemin de fer à grande vitesse nord-sud sera financé en grande partie par le budget de l'État, les budgets provinciaux, les prêts à taux préférentiels et les obligations du gouvernement. Pour les investissements publics à moyen terme pour la période 2021 à 2025, le gouvernement débloquera plus de 538 milliards de dong pour effectuer immédiatement les travaux de préparation du projet. Parallèlement à cela, pendant le processus de construction et d'exploitation du chemin de fer nord-sud, les entreprises seront appelées à investir dans les zones de services et commerciales. Il faut garantir le calendrier prévu, sinon nous devrons ajuster à la hausse les capitaux d'investissement. Pendant la période 2025 à 2035, en même temps que ce projet ferroviaire à grande vitesse, nous devrons investir dans d'autres projets, en plus des ceux en retard de la période 2021 à 2025. Au cours de la période 2026 à 2030, le ministère du Plan et de l'Investissement prévoit de faire rapport au gouvernement et de soumettre à l'Assemblée nationale pour examen et approbation le plan d'investissement public à moyen terme pour le projet de chemin de fer à grande vitesse nord-sud. Selon le ministère des Finances, d'ici 2030, la mise en place de ce projet répondra aux critères de sécurité de la dette publique, de 5 à 15% inférieurs au niveau autorisé. VinFast a annoncé aujourd'hui la livraison de plus de 11 000 voitures électriques à tout type aux clients au cours du mois d'octobre, portant le nombre total accumulé à plus de 51 000 unités au cours des 10 premiers mois de 2024. VinFast devient ainsi la marque automobile la plus vendue au Vietnam sur cette période. Les 2 modèles les plus vendus sont la VF3 avec près de 5 000 unités et la VF5 avec plus de 2 600. D'autres modèles ont également obtenu des résultats commerciaux impressionnants.
Il s'agit d'un résultat impressionnant après seulement 5 années de présence sur le marché et dont VinFast a dépassé les constructeurs automobiles internationaux et à détenir la plus grande part de marché au Vietnam. Fin octobre, le département américain du commerce a annoncé des droits anti-subvention préliminaires sur les crevettes importées d'Équateur, d'Inde et du Vietnam. Le taux d'imposition sur les crevettes vietnamiennes est nettement inférieur à celui de ces deux pays. Il s'agit d'un avantage concurrentiel important pour les crevettes vietnamiennes sur le marché américain. Ce marché se réchauffe et les commandes augmentent à nouveau. L'industrie des fruits de mer est donc confiante d'atteindre l'objectif de 10 milliards de dollars cette année. Diversifier les produits et promouvoir de nouveaux marchés. Cette entreprise espère atteindre bientôt une croissance de 10% de ses exportations. Nous participons aux salons internationaux et développons des produits à valeur ajoutée à base de pangasius destinés à l'exportation vers la France et le Moyen-Orient. Le marché favorable est également l'une des raisons de la croissance positive des produits de la mer vietnamiens. En particulier, deux marchés majeurs, la Chine et les États-Unis, ont contribué de manière significative à la hausse des exportations de plus de 30% au cours du mois dernier. Les consommateurs commencent à augmenter leurs dépenses à la fin de l'année. Grâce à cela, le problème des stocks a été résolu, réduisant les difficultés des entreprises de produits de la mer. Avec ce signal positif, nous avons un nombre de commandes stable. Au cours des 10 derniers mois, les exportations de produits de la mer ont atteint 8,27 milliards de dollars. Dans un contexte de forte augmentation de la demande sur les marchés clés, les entreprises du secteur sont très confiantes quant à l'objectif de 10 milliards de dollars, surtout à l'approche du pic de fin d'année. Si dans les 2 prochains mois, chaque mois, nous recevons environ 1,8 milliard de dollars, nous pourrons atteindre l'objectif de 10 milliards de dollars pour toute l'année de 2024. Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer, outre les défis fiscaux et réglementaires des principaux marchés, l'industrie de produits de la mer doit poursuivre ses efforts pour améliorer la qualité et diversifier les marchés. Cela aidera les entreprises à être compétitives sur les marchés traditionnels et à saisir les opportunités des marchés émergents. Voici les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Face à l'augmentation du volume des déchets ménagers, la construction de centrales électriques à déchets constitue une solution efficace. Cependant, la réalité montre que de nombreux projets de centrales électriques à déchets n'ont pas été aussi efficaces que prévu, entraînant un gaspillage de ressources d'investissement. État de lieu. Cette centrale électrique à déchets située dans la commune de Việt Hưng, district de Đông Anh, a reçu un capital de 800 milliards de dons. Mais aujourd'hui, ce n'est plus qu'un bâtiment abandonné. Auparavant, pour créer des conditions favorables au projet, ce district avait dû récupérer près de 9 hectares de terres agricoles auprès des habitants et exonérer le loyer des terres pendant 49 ans lorsqu'elles ont été cédées aux entreprises. À moins d'une centaine de mètres de l'usine se trouvent des sites d'incinération spontanée de déchets polluants. Ici, il y a beaucoup de fumée et de pollution. Mais il n'y a pas d'usine pour traiter les déchets. Il y a des endroits où des usines sont construites, mais elles ne fonctionnent pas.
Nous souhaitons vraiment que ce projet soit mis en œuvre afin que les habitants de ce lieu n'aient plus à se soucier des problèmes de déchets. Il s'agit de l'usine de déchets de Phượng Đình, district de Đan Phượng. Cet endroit devait autrefois traiter 200 tonnes de déchets par jour pour cette zone et les districts voisins. Cependant, elle a cessé de fonctionner depuis 2018. L'une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses centrales électriques à déchets sont abandonnées est une planification irréaliste et un manque d'uniformité. Nous proposerons et modifierons un certain nombre d'articles de loi et de circulaires d'orientation pour guider plus attentivement les localités et les entreprises. Pour attirer les investissements dans le domaine du traitement des déchets en général et de l'électricité usagée en particulier, nous devons disposer d'un cadre juridique clair. Le ministère de l'Industrie et du Commerce et de l'Environnement doit disposer d'instructions précises. L'incohérence et l'instabilité des politiques rendent difficile pour les investisseurs le choix des solutions technologiques. C'est aussi l'une des nombreuses raisons pour lesquelles il est difficile pour les projets d'énergie résiduelle de relancer ou d'attirer de nouveaux investisseurs, car les coûts sont trop élevés. Explorer les rivières et les paysages urbains la nuit, telle est la nouvelle expérience touristique récemment lancée par la ville de Cần Thơ. Cette initiative met en valeur la beauté du delta du Mekong tout en mettant l'accent sur Cần Thơ elle-même. En diversifiant son offre touristique, la ville vise à attirer davantage de visiteurs dans cette région dynamique. À la tombée de la nuit, les visiteurs commencent leur voyage pour explorer la rivière Cần Thơ. Le voyage en bateau part du district de Phong Điền et se dirige vers le quai de Ninh Kiều. Dans l'air frais du soir, les touristes peuvent savourer la cuisine traditionnelle du Sud, admirer le marché flottant de Cái Răng et admirer le pont Trần Hoàng Na, un nouveau pont de repère de la ville de Cần Thơ. Je trouve le rythme de vie ici très calme et paisible. Les lumières du pont changent en permanence, créant des scènes vraiment magnifiques. Aujourd'hui, je dîne sur une croisière avec vue sur la rivière des deux côtés. L'atmosphère est paisible et fraîche, et le dîner, plein de saveurs traditionnelles du Sud, est absolument délicieux. Cette visite en croisière sur la rivière Cần Thơ fait partie d'un effort visant à revitaliser l'expérience touristique dans cette localité. Elle permet aux visiteurs d'explorer la beauté simple du paysage des deux côtés de la rivière. Des circuits comme celui-ci promettent d'offrir aux voyageurs des expériences nouvelles et uniques. C'est l'un des circuits qui, selon nous, attirera les visiteurs à Can Tho, car ils auront l'occasion de découvrir le charme unique de la vie fluviale de la ville de Can Tho, qui est vraiment fascinante. En 2024, le secteur touristique de la ville de Cần Thơ vise à accueillir 6,1 millions de visiteurs et à générer un revenu total de près de 6 000 milliards de dong. Avec une variété croissante de produits touristiques attrayants, cet objectif est certainement à portée de main et pourrait même être dépassé. La cérémonie de clôture et de remise des prix du 7e Festival international du film de Hanoï 2024 a eu lieu mardi soir. Avec le slogan « Cinéma, créativité, décollage », ce festival du film est un événement culturel et artistique d'envergure visant à honorer de nouveaux talents du cinéma et à créer des opportunités d'intégration pour le cinéma vietnamien. Après 5 jours du festival, le comité d'organisation a décerné 10 prix à des films acteurs et réalisateurs exceptionnels. Le prix du meilleur long métrage a été décerné au film iranien Hard Shell. Le comité populaire de Hanoï a décerné 4 certificats de mérite aux réalisateurs et scénaristes de films sur Hanoï.
en mélangeant les styles de dessin contemporains avec les couleurs vibrantes des peintures folkloriques de Dong Ho. Le jeune artiste Duy-Van a créé des illustrations qui racontent des histoires liées à la culture spirituelle populaire du Vietnam. Ayant une passion ardente pour la préservation et la promotion des valeurs traditionnelles, Van travaille également comme directeur artistique pour 2 films à succès récent, Le Tête dans le village de l'enfer et Cam. Découvrons son parcours artistique. De la recréation de costumes anciens à la création de personnages pour le film Cam qui est sorti en salle en octobre dernier. Du dessin des affiches à la conception des publications médiatiques pour le film Le Tête dans le village de l'enfer, le directeur artistique de ces 2 projets de films est Duy-Van, un jeune artiste diplômé en design graphique et qui poursuit le travail de création d'illustrations d'histoires folkloriques depuis près d'une décennie. Duy-Van fait partie des jeunes passionnés par les matériaux folkloriques. Il travaille assidûment dans les recherches et les créations. Par conséquent, lorsque le producteur Oh Han-Kwan et moi avons voulu développer un film d'horreur basé sur la culture populaire, Duy-Van était un choix formidable et idéal pour notre projet. Les œuvres de Duy-Van pour les projets cinématographiques, en particulier les films historiques de production Q, ont toujours une caractéristique et une couleur très unique. Les valeurs culturelles traditionnelles sont une source d'inspiration inépuisable pour la création d'œuvres purement vietnamiennes, contribuant à la promotion de la culture populaire vietnamienne, en particulier de la culture spirituelle, auprès du jeune public vietnamien et même étranger. Je sais que pour le film Cam, vous avez pris en charge tout le travail artistique de la création de costumes au marketing. Combien de temps vous a-t-il fallu pour ce travail et avez-vous rencontré des difficultés? En tant que directeur artistique du projet, en particulier pour un film historique comme Cam, je trouve que la création de costumes est un grand défi. L'équipe a choisi les périodes dont il y a des documents historiques à consulter. Plus précisément, nous nous sommes concentrés sur la fin de la dynastie des Lê et le début de la dynastie des Nguyễn. Nous avons recréé la robe à col croisé, la robe à col rond, la robe à 4 pans et la robe à rabat parallèle. Nous nous sommes inspirés des couleurs vibrantes des peintures folkloriques Dong Ho et Sinh. En outre, les images et les symboles des personnages sont également très importants. Par exemple, les costumes de Cam présentent des fleurs de lotus. Avec cette fleur, nous avons choisi la couleur marron de la boue et la couleur verte des feuilles. En ce qui concerne Tâm, le personnage qui incarne l'innocence et l'amour pur, ainsi que la justice, nous avons choisi des tons doux tels que le rose et le bleu pastel pour les costumes. Cũng như đại diện cho sự chính nghĩa thì nhân vật này sẽ gắn liền với những tông màu nhẹ nhàng như ví dụ như hồng, xanh dương và khi nhân vật có sự biến chuyển trong tâm lý của mình. Fort de son talent artistique et de sa passion pour les contes populaires vietnamiens, Duy-Van a publié Quy Dân Gian Ký, un livre synthétisant les histoires spirituelles de la culture vietnamienne. Avec une approche nouvelle et créative, Duy-Van souffle une nouvelle vie à ses œuvres inspirées de peintures folkloriques Hàng Chống et Dong Ho. Il les combine harmonieusement avec les arts de peinture modernes comme le line art et le gribouillage. Parmi tous ces produits et projets, je suis particulièrement impressionnée par le livre Le Diable du Peuple, volume 1. C'était la première fois que je tenais dans mes mains un livre sur les démons populaires vietnamiens. Duy-Van est un jeune pionnier dans ce domaine. Grâce à ses œuvres, la culture populaire devient plus accessible aux jeunes, ce que j'apprécie particulièrement. En plus des projets de films, avez-vous publié un livre sur la vie spirituelle populaire vietnamienne? Nous apprenons souvent des choses sur le folklore du Japon, de la Thaïlande et de la République de Corée à travers leurs films, leurs livres et leurs bandes dessinées.
Ainsi, à travers le projet Quy Dân Gian Ký, je souhaite faire découvrir des pratiques culturelles et des croyances spirituelles de nos ancêtres. Le projet Quy Dân Gian Ký est une collection d'illustrations et d'informations sur les coutumes et les traditions vietnamiennes. J'ai choisi d'utiliser des dessins au trait et des gribouillages. Je dessine souvent de jolies illustrations. C'est aussi un style de narration plus accessible au public. À travers vos œuvres, quel message voulez-vous transmettre au public? En tant que jeune artiste, je me sens responsable de créer des œuvres destinées au jeune public pour le rapprocher des valeurs culturelles folkloriques du pays. Chaque conte cache derrière elle des leçons morales sur la vie et le respect ancestral. J'espère que les films de contes ou d'horreur aident les jeunes à ne pas tomber dans la superstition. J'espère qu'ils continueront à chérir et à promouvoir les valeurs traditionnelles du Vietnam. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo. C'est ainsi que se termine notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.